C'est sous Périclès, au 5e siècle avant Jésus-Christ, qu'Athènes va connaître son âge d'or. Le roi Périclès est l'artisan de la splendeur athénienne. C'est lui qui va favoriser la démocratie. Avec lui, la cité va changer du tout au tout. Quand il arrive au pouvoir, il crée sur un plateau rocheux qui trône au centre de la ville, l'Acropole. Un ensemble de temples et de monuments dont le Parthénon est le plus célèbre. Son fronton de marbre était peint de couleurs vives. Parthénon signifie la demeure d'Athéna. Athéna, déesse de la guerre et de la sagesse, est protectrice de la cité. C'est ici qu'était conservée sa gigantesque statue et l'argent de la ville. Le bâtiment, parmi les plus connus du monde, mesurait alors 70 mètres de long sur 30 mètres de large. Une partie du décor sculpté du Parthénon est aujourd'hui conservée au nouveau musée de l'Acropole. Cette frise a près de 2500 ans. Elle est l'œuvre du sculpteur Phidias. Elle décorait entièrement le Parthénon et raconte les grandes Panathénées. Les Panathénées, c'était la fête religieuse la plus importante d'Athènes parce qu'elle célébrait la déesse Athéna, protectrice de la ville. Cette fresque, célèbre dans le monde entier, mesure 160 mètres de long. 360 personnages y sont sculptés. La frise de ce musée est entièrement reconstituée, à la fois de blocs trouvés ici sur l'Acropole et conservés en Grèce, et puis des moulages qui proviennent du British Museum et du Louvre avant tout. Pour les Grecs, les déesses ou les dieux étaient très, très grands, beaucoup plus grands que les hommes. Et pour les mettre à hauteur d'homme sur ces frises, ils étaient souvent représentés assis. Les dégâts subis par le Parthénon racontent les guerres qui ont marqué la cité. Comme celle contre les Perses qui rasèrent une partie d'Athènes et du Parthénon il y a près de 2500 ans. Car pendant des siècles, la Grèce sera le théâtre de combats légendaires. La cité qui va symboliser ces affrontements, c'est Sparte, à 250 km au sud d'Athènes. Sa victoire sur Athènes lors des guerres du Péloponnèse fera de Sparte une des cités les plus puissantes de la Grèce antique. Aujourd'hui, il ne reste presque plus rien de la ville antique, tout juste les ruines d'une acropole et son théâtre ancien, et pour cause. Les Spartiates n'attachaient pas la même importance peut-être que les Athéniens aux monuments. Leurs bâtiments étaient construits au-dessus d'un soubassement en briques et il y avait très peu de marbre. Donc en fait, ils ne faisaient pas de grandes dépenses pour leurs bâtiments. Ce qui est vrai pour l'architecture est aussi vrai pour la mentalité des Spartiates dans tous les domaines. On n'a pas vraiment à Sparte ni d'écrivains, ni de poètes, ni d'écrivains tragiques, ni d'écrivains comiques, pas d'acteurs. Il n'y a pas d'historien qui a écrit l'histoire de Sparte, on ne la connaît que par des Athéniens en fait. À cette époque, l'historien Thucydide a d'ailleurs une prémonition à propos de Sparte. Si quelques jours la ville était dévastée et que n'en restaient que les sanctuaires et les fondations, la postérité aurait peine à croire que sa puissance ait répondu à sa renommée. La région de Sparte s'appelle la Laconie. Tout ce qui est laconique ou spartiate en fait est très dépouillé et réduit à l'essentiel. Quand on demande à un Spartiate il y a combien d'ennemis, le Spartiate répond on ne demande pas il y a combien d'ennemis, on demande où est l'ennemi. Et ce sont toujours ces phrases très brèves qui caractérisent le style laconique. À Sparte, on va droit au but, on va droit à l'ennemi. Celui qui incarne le mieux à travers les siècles la force, le courage et l'héroïsme de cette ville, c'est le roi Léonidas.
Il s'est rendu célèbre par son combat jusqu'à la mort contre les Perses. Dans la Sparte antique, le citoyen idéal est forcément un guerrier. Rien n'est laissé au hasard. Les femmes qui doivent donner naissance aux futurs combattants sont sélectionnées. Selon la légende, un conseil d'anciens décide du sort des enfants. Ceux qui sont jugés aptes au combat seront élevés à la dure. Sélectionnés dès l'âge de 7 ans, ces jeunes guerriers seront soumis à une discipline rigide et à un entraînement intensif. Les jeunes Spartiates étaient pratiquement livrés à eux-mêmes, n'avaient pas de vêtements, avaient uniquement un manteau, devaient se laver dans l'Eurotas ou dans d'autres rivières, n'avaient pour lit que les joncs ou les roseaux qu'ils pouvaient arracher de leurs propres mains. Et tout ça était lié, bien sûr, pendant la journée à des activités de course, d'entraînement au combat, qui parfois étaient très violents. Il y avait au centre de la rivière une île, et à l'âge de l'adolescence, vers 13-14 ans, les jeunes Spartiates se réunissaient en 2 équipes, accédaient à l'île par les 2 ponts, se rangeaient de façon pratiquement militaire en 2 phalanges, en fait sur 2 rangs, les uns face aux autres. Et le but du jeu, c'était de pousser l'autre équipe à l'eau. Alors, quand je parle de jeu, c'était un jeu assez violent parce que tous les coups étaient permis. Les coups de poing, les coups de pied, le genou, le coude, et aussi on avait le droit de mordre et bien sûr d'arracher les yeux. Sparte a surtout marqué l'histoire par son modèle politique et social particulier. À la tête de la cité, un petit nombre de citoyens, surnommés les égaux. Ce sont des guerriers qui vivent en communauté et détiennent le pouvoir. Ils ont à leur service les ilotes, des esclaves dépourvus de tout droit civique. Sparte a été le modèle d'une aristocratie ou d'une oligarchie. Oligarchie voulant dire un petit nombre de gens au pouvoir. Et dans toutes les cités grecques, les aristocrates et les oligarques admiraient Sparte. En revanche, Athènes a toujours été une démocratie. Avec sa politique brutale et son conservatisme, Sparte finit par faire l'unanimité contre elle en Grèce. Faute d'alliance, elle se replie sur elle-même. Il suffira d'une seule défaite, face à Thèbes, en 371 avant Jésus-Christ, pour l'achever. Et c'est Athènes, la démocrate, qui désormais dominera la région. La nuit tombe sur Athènes. De jour comme de nuit, l'acropole reste le décor favori des Athéniens. Peu d'enseignes peuvent se vanter d'avoir une vue aussi imprenable que le plus vieux cinéma en plein air du pays. Il a été construit en 1935. Les Grecs aiment le cinéma en plein air, parce que nous avons pratiquement 6 mois d'été ici. Notre programmation connaît beaucoup de succès. Nous projetons principalement des grands classiques américains et européens. Ce sont des films qui marchent bien, surtout Hitchcock. $9.40, this is an outrage. If I were you, I wouldn't pay it. Now then, Mrs. Claypool, what are we going to have for dinner? Quand les gens m'appellent avant la projection pour me demander si le film est bon, je réponds que de toute façon, s'il ne leur plaît pas, ils peuvent toujours rêvasser en regardant l'acropole. Il est 4h30 du matin. Athènes dort encore. Mais le marché central, lui, commence à s'animer. C'est ici, dans les halles d'Omonia, que se croisent les commerçants et les derniers noctambules. Ils viennent effacer les stigmates d'une nuit agitée en avalant une drôle de potion magique. Le restaurant Hipparos en a fait sa spécialité. Rania Karatseni le dirige depuis plus d'une dizaine d'années. Ça, c'est la soupe de patsa qui est prête à servir. Patsa, c'est l'estomac.
c'est l'estomac du bœuf. On dirait une couverture pour que ça puisse être coupé après. Ça, c'est le patsa. Le patsa vient d'être bouilli 6 heures, 7 heures ont passé depuis. La vieille génération le mange en morceaux entiers. La jeune génération, comme ils ne connaissent pas très bien le goût et ils veulent surtout le voir comme la première fois, ils préfèrent que ça soit de tout petits morceaux. Et comme ça, ils vont mieux l'avaler, plus facilement l'avaler. Το έχω καθαρίσει, μόνο στο έχω αφήσει πιο χοντροκομμένο. Ενώ του παιδιού το έχω πιο ψιλοκομμένο για να μην κουραστεί πολύ. À cette heure-ci, tu peux voir des jeunes qui ont fait la fête, qui ont beaucoup bu. Parce que d'abord, la soupe des tripes et le pied du bœuf, ça fait très bon à l'estomac. Après, il fait une colle autour de l'estomac. Comme ça, après, ils vont dormir. Il ne faut pas se réveiller avec des maux de tête, des maux d'estomac. C'est comme un médicament, sans que ça soit prescrit par un pharmacien. Très vite, l'ambiance des halles gagne le reste de la ville. Seuls les monuments à Athènes semblent échapper à l'effervescence de la capitale grecque. La Grèce possède un des patrimoines les plus importants au monde. Ces sites archéologiques se comptent par milliers. La musique est un des arts majeurs de la Grèce antique. C'est elle qui rythmait la vie sociale et religieuse de la cité. Les dieux, eux-mêmes, étaient des musiciens. Quand Apollon joue de sa lyre, les autres dieux de l'Olympe retiennent leur souffle. Mais le mythe fondateur de la musique, c'est sans doute celui d'Orphée. Lorsque ce musicien chante, personne ne peut lui résister. À commencer par son épouse, Eurydice. Lorsqu'elle meurt, Orphée réussit à convaincre le dieu des enfers de lui rendre la vie grâce au seul pouvoir de la musique. De nos jours, c'est le chant sacré qui fait vibrer le cœur des Grecs, la musique byzantine. Inventée au IVe siècle au moment de la christianisation de l'Empire byzantin, elle est restée inséparable du culte dominant en Grèce, la religion orthodoxe. Les catholiques ont leur chant grégorien, les orthodoxes, eux, ont leur chant byzantin. Konstantinos Politis enseigne cette musique traditionnelle. L'art du chant de psaume, l'art byzantin, est un art qui est toujours vivant. D'ailleurs, il existe des créations contemporaines. Ce n'est pas un art mort. En fait, je considère que ces musiciens créent de l'histoire avec leur musique. Depuis l'Antiquité, les Grecs ont toujours eu tendance à chanter ce qu'ils faisaient. Les chanteurs de musique byzantine sont les psaltes. Dans cette école, son apprentissage consiste en un voyage au cœur de la liturgie orthodoxe. On reprend doucement et de manière unie. Il faut toujours garder en tête que c'est un hymne mortuaire. Bien sûr, dans la tradition orthodoxe, on a la harmolipie, c'est-à-dire que dans les choses les plus déplaisantes se cache toujours la joie de la résurrection, qui transforme et perfectionne toute chose. On reprend.
Cette musique est d'une grande complexité. Contrairement au système de notation connu en Europe occidentale, les caractères musicaux indiquent les intervalles de la mélodie et non les notes. Les psaltes doivent aussi savoir lire et chanter en grec ancien. Un apprentissage permanent que Dionysis Anastopoulos suit depuis 17 ans. Moi, je révise 4 heures par jour, car la musique byzantine est composée d'histoire théorique musicale, d'exercices pratiques et de décryptage des mélodies. La compréhension du texte est aussi essentielle à la bonne interprétation. Le rôle de la musique byzantine est de transmettre la parole de Dieu. La mélodie est là pour mettre en valeur le texte biblique. Le soleil se lève sur l'acropole. Nous sommes le dimanche matin. Athènes se réveille au son des pas de la parade de la garde présidentielle. Un rituel immuable se déroule. Ces soldats, ce sont les Evzones. Avec leur tenue traditionnelle, ils sont devenus un des emblèmes de la Grèce. L'origine des Evzones remonte à l'Antiquité. Le mot Evzone fait son apparition pour la première fois dans les épopées d'Homère. Ce mot désignait de grands soldats, très bien entraînés, aux capacités d'adaptation remarquables. Près de 2000 ans plus tard, les Evzones serviront leur patrie lors de la guerre d'indépendance de la Grèce contre l'Empire ottoman. Ils deviendront alors la figure incontournable du soulèvement national. Au XXe siècle, ils se distingueront par leur courage durant les conflits balkaniques et les 2 guerres mondiales. Aujourd'hui, les Evzones forment l'unité d'élite qui veille sur le Parlement et le palais présidentiel. Une de leurs missions est de monter la garde 24 heures sur 24 devant le monument aux morts. Leur démarche particulière est très lente. Un ballet savamment chorégraphié, dont on ne soupçonne pas la difficulté. En effet, l'uniforme des Evzones pèse une vingtaine de kilos en tout. Dimitrios et Mihaïlis sont Evzones depuis 6 mois dans le cadre de leur service militaire, encore obligatoire en Grèce. Mais n'est pas Evzone qui veut. Pour devenir Evzone, il faut mesurer plus d'1,87 m. On doit par ailleurs supporter la formation et les situations difficiles, notamment les conditions météorologiques, le soleil. Parmi les contraintes, il y a l'immobilité et le silence imposé. Si quelqu'un nous importune, on tape l'arme à terre. Alors notre supérieur arrive pour voir s'il y a un problème. Mais nous ne pouvons communiquer avec lui qu'à l'aide de nos yeux. Un clignement signifie oui, 2 veut dire non, et 3, je ne sais pas. Voilà, au pire, on a le droit de chuchoter. L'habillement fait partie du cérémonial. Des gestes ancestraux qu'ils accomplissent toujours en binôme. La confection d'un seul uniforme nécessite 80 jours de travail au couturier et au cordonnier. Le tout est fait main dans les ateliers de la caserne. Ce savoir-faire est unique en Grèce.
Toutes les couleurs de cet uniforme ont une signification. Le rouge symbolise le sang versé à travers les siècles par les Evzones lors des combats. Le blanc évoque la pureté des intentions de ces soldats et la lutte du peuple grec. Ce vêtement traverse l'histoire jusqu'à s'imposer comme l'uniforme national des combattants lors de la révolution grecque en 1821 contre l'Empire ottoman. À cette époque, il prend la forme qu'on lui connaît, et notamment la fustanelle qui adopte ses 400 plis, symbole des 400 ans d'occupation ottomane. Autre élément caractéristique de cet uniforme, ce sont les chaussures. On les appelle des tsarouchis. Ces sabots si reconnaissables, avec leurs pompons noirs, pèsent près d'1,5 kg chacun. Mais pour les Evzones, il y a aussi la réalité du terrain. Une soixantaine de clous sont plantés dans les semelles afin qu'ils ne glissent pas. Et durant les combats, ils avaient aussi une arme secrète. La littérature populaire rapporte qu'il y aurait eu un objet tranchant dans le pompon. Cela servait lors du combat corps à corps pour neutraliser l'adversaire plus rapidement. Le pompon est en laine pour garder les pieds au chaud en hiver. Chaque dimanche, en fin de journée, les Evzones ont un autre cérémonial. Ils grimpent au sommet du rocher sacré de l'Acropole pour amener le drapeau national. Être Evzone signifie pour moi être fier de sa patrie et avoir un sens de l'éthique. J'ai conscience d'être un symbole de mon pays. Evzone et Acropole riment avec Grèce. Au moment où les Evzones accomplissent leur rituel hebdomadaire, quelques privilégiés sont aux premières loges. Ce sont les habitants d'Anafiotika, un quartier accroché au flanc du rocher, au pied de l'Acropole. Je suis très fier d'entendre la drisse du drapeau. Tout le monde en Grèce n'a pas la chance de vivre sous l'Acropole et d'entendre le drapeau qui monte et qui descend. Entendre ce son pendant que je bois mon vin, tout en voyant le drapeau descendre. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Je me sens très fier de ça. Même s'ils sont athéniens, ils sont très fiers aussi de leur région d'origine. Nos ancêtres choisirent ces rochers-là parce qu'ils leur rappelaient leur patrie, Anafi, en hommage à leurs racines, à cet amour qu'ils portent à leur terre natale. Athènes est fière de son passé. C'est une terre qui a vu fleurir notre culture européenne. Un monde unique où se sont mêlés des hommes et des dieux.